enfin la manière dont je vois mon métier et ce pourquoi je le fais, c'est que j'apprends des gens à connaître leur corps. Ouais. C'est quand même un truc de ouf. J'ai l'impression d'avoir jamais été dans un métier aussi intelligent que ce que je fais aujourd'hui. D'avoir 25 personnes devant toi qui attendent que tu leur dises quelque chose pour bouger, il y a quand même l'ego qui rentre en jeu. J'ai reçu, je sais pas combien de messages d'amour j'ai reçus depuis que je fais ce métier. Bienvenue dans Rupture Co. Ici, pas de conseils de productivité ou de promesses de job de rêve, juste des invités qui discutent avec moi de passion, doute et de rapport au travail. Parce qu'aimer ce qu'on fait, c'est bien, mais payer son loyer, c'est pas mal non plus. Si l'épisode te plaît, n'hésite pas à laisser ton avis et à le partager. Bonne écoute. Il y a personne qui commence un sport pour la première fois. Qui a pas l'air d'un con. Bah, C'est vrai. Non, c'est vrai. prendre le temps de capter. La première fois que tu cours, Oui. tu te compares à des gens qui courent depuis longtemps, tu as des stats éclatées. La première fois que tu prends un cours de danse, tu as vraiment l'air d'un con. Mais est-ce que tu as l'air d'un con objectivement ou est-ce que tu as l'air d'un con parce que toi, tu sais que tu viens de commencer, que c'est pas forcément légitime? Mais je pense que c'est beaucoup dans la tête de toute façon. Oui, ça a l'air bien d'un sûr, con. c'est sûr. Et on est très exposé encore plus dans la société au regard des autres, donc on se sent souvent très très con. C'est vrai. Belle Regarde, parole on pour... est en train de faire un podcast qui va être sur YouTube. qui n'a pas encore commencé d'ailleurs, Qui n'a donc pas je sais commencé, pas ce que je vais faire de tout ça, mais ça va être super. Bah, du coup, super transition. Salut CC, comment tu vas? Ça va, je suis un peu fatiguée. Non, mais fatigué, ouais, pas de problème. Tout le temps fatiguée. De toute façon, ça fait une séance reposante, 1 heure de méditation et de Et de découverte soi. canapé, c'est parfait. Voilà, c'est nickel. Donc, j'ai un peu fait ton historique sur YouTube, LinkedIn, la totale. Donc, j'ai un peu épié ta présence en ligne pour avoir des infos. C'est quand même un peu ça l'intérêt. J'ai peur. Alors, donc, tu as fait l'ISCOM de 2012 à 2016. Donc, vrai. en gros, c'est une école de com et de médias. Hein. On va pas s'arrêter dessus, mais c'est pour avoir globalement l'idée assez grosse maille. Tu as fait plein de petits tafs. Tu étais assistant de communication en 2013, communication manager en 2013 aussi. Puis freelance en design graphique. D'ailleurs, tu fais encore aujourd'hui, je crois, selon ton LinkedIn. Donc, on y reviendra. Ouais, un On y peu. reviendra. Tu as été ensuite graphic designer dans des boîtes comme RCA Factory, comme Deliveroo, comme Dalma. Ouais. Et en 2023, tu en as eu marre, j'imagine, et tu t'es lancé dans une formation de prof de yoga. Alors moi, c'est ce que j'ai tiré un peu de ces informations-là. Après, j'ai croisé avec ton site web, qui est très bien fait d'ailleurs, donc j'imagine que c'est Merci. ton expérience qui a joué là-dessus, où j'ai vu toutes tes formations de yoga sur les 3 dernières années. J'ai rien compris. J'ai vu des 6 heures de handstand, donc j'imagine que t'es pas 6 heures sur les mains quand même. Moi, pour beaucoup dans les 6 heures. Ok. Bon voilà, c'est un peu globalement l'historique. Et donc j'ai plein de questions en fait déjà pour commencer. Pourquoi t'as fait une école de com? J'ai fait une école de com parce que, comme la plupart des gens, je pense, j'ai eu 18 ans et on m'a demandé, enfin même pas, j'avais 17 ans, on m'a demandé de choisir des études et je savais pas ce que je voulais faire. Et je savais que j'aimais bien parler. Je pense que du coup, ça va être la continuité de tous mes métiers. Et du coup, je trouvais que la com, c'était pas déconnant parce que j'aimais déjà bien les gens, j'aimais bien parler, j'avais un peu la tchatch. Et donc, de base, je voulais faire de l'événementiel. Ok. Donc, je me suis dit, bah, let's go faire ça. Je suis bien contente de ne pas avoir choisi cette voie parce qu'avec le Covid, ça aurait été un mauvais moment. Mais du coup, de base, j'ai fait l'ISCOM pour ça, où je savais pas trop où je mettais les pieds et ça avait quelque chose quand même d'assez généraliste. J'ai fait 2 ans en général et après, je suis partie en ce qu'on appelait la section digitale. Ouais. Ça aurait aucun sens aujourd'hui, mais à l'époque où j'ai fait mes études, ça avait du sens. Et du coup, en digital, j'étais déjà un petit peu en créa, mais en gros, ça te formait plutôt à des métiers gestion de projet digital que factuellement aux outils techniques où nos profs étaient eux-mêmes des brels en logiciel Adobe, tu vois. Je veux bien, ouais. Donc, en vrai, j'ai fait ça et j'ai terminé mes études. Et en vrai, mon stage de fin d'études s'est pas très bien passé. Et du coup, la première vrille est arrivée à ce moment-là. Parce que je me suis retrouvée à avoir fini en théorie mes études, à être diplômée, à me sentir incapable de travailler parce que cette expérience avait complètement niqué toute forme de confiance en moi, qui était déjà pas très existante à l'époque. Et du coup, là, j'ai fait une année sabbatique où j'ai été beaucoup de choses. J'ai été hôtesse d'accueil beaucoup. Donc, j'ai été en chignon avec du rouge à lèvres à dire « Les toilettes, bien sûr, c'est par ici. » Mon métier, c'était ça. Ouais. Et j'avais un autre métier à côté parce que j'avais toujours été très créative, où j'étais prof de dessin pour enfants. Donc, j'étais animatrice d'anniversaire et dans ces anniversaires, je donnais des ateliers créatifs. Donc, je faisais soit du dessin, soit de la poterie. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. Et après, là, j'ai repris mes études. Je suis retournée, j'ai fait une licence à l'ECV. Oui, après un master, ça n'a aucun sens, mais je suis partie en licence. Pas de problème. Parce qu'en licence, ils avaient l'illustration. Et je voulais être illustratrice. Et du coup, j'ai refait une licence 3 à l'ECV. Déjà à l'époque? J'ai toujours dessiné. D'accord. Ouais.
Et ça, j'ai kiffé cette année-là. C'était un peu bizarre parce que j'étais en études avec des gens qui avaient 4 ans de moins que moi. Mais en vrai, c'était cool. Ça m'a appris plein de trucs. Et ça m'a remis le pied à l'étrier, ce qui fait que quand je suis sortie de l'ECV, là, j'ai commencé à bosser vraiment. Avant, c'était que des stages et du freelance. Mais en sortant de l'ECV, j'ai trouvé... c'était un taf en freelance aussi, en vrai. Mais j'ai fini par être embauchée en beaucoup de CDD, beaucoup de CDD. Et puis après, je me suis barrée pour trouver mon premier CDI, qui était ma vision du Graal à l'époque. Et c'est comme ça que je sais plus quelle était la question de base. Non, c'était... Je te refais le chemin. C'était pourquoi tu as fait l'école de com, mais c'était un peu par défaut. J'ai fait de la com par défaut parce que vraiment, c'était ça le brief. J'aimais bien parler. Et je trouvais que la com, c'était pas déconnant. Et de fil en aiguille, du coup, je suis allée vers des trucs de plus en plus créatifs. Donc, j'ai repris des études pour avoir un truc plus créatif et me sentir plus... déjà, pour avoir un book à montrer. Parce que les études que j'avais faites ne m'avaient pas trop permis de faire un book. Et pour me sentir prête et légitime, tu vois, de postuler dans des métiers clairs. Donc, j'ai commencé en étant illustratrice dans c'est une chaîne digitale uniquement sur les internets de dessins animés. Les internets, tu dis? Oui, je dis les internets. D'accord, très bien. Parce que je suis une baumeuse, j'ai plus 30 ans. C'est vrai, j'ai oublié. Ouais. Et après, vu qu'il fallait quand même payer le loyer et que l'illustration, ça ne gagnait pas, j'ai choisi quelque chose de plus sérieux, donc graphiste / directrice artistique. D'accord, oui, j'ai vu voir ça. Et donc, tu arrives donc chez Deliveroo, Dalma, c'est par là, du coup, que tu essaies... Ouais, Deliveroo, c'est la première boîte dans laquelle je suis restée très longtemps, où j'y suis arrivée en 2019. Et j'ai fait presque 3 ans là-bas. 2021, selon LinkedIn. Ouais, et après, j'ai fait Dalma, donc 2021-2023. Tout à fait. Où je suis arrivée comme DA, j'étais toute seule, donc j'ai monté le pôle créa là-bas. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que tu étais épanouie? Est-ce que c'est de la création en soi? C'est un peu moderne, c'est un peu dans la tech, donc ça fonctionnait ou pas vraiment? Franchement, j'ai aimé mon métier de ouf. Et j'ai pas changé de métier parce que j'aimais pas ce que je faisais. J'ai changé de métier parce que j'arrivais pas à trouver un équilibre. Ou déjà sur la fin de mes 2 derniers jobs, j'étais manager, donc je créais encore beaucoup, mais je m'occupais surtout beaucoup de gens. Et en vrai, ce que je kiffais, c'était m'occuper des gens plus que de créer. Et ça, j'adorais ça. Et enfin, tu vois, mes 2 derniers oiseaux de mon équipe, je les vois encore aujourd'hui énormément. On est restés hyper proches. Et c'était le plus important dans mon métier, et j'aimais ce que je faisais. Après, avoir un boss avec lequel j'étais pas forcément d'accord, qui avait le dernier mot, oui, c'est le genre de truc qui me saoulait. Avoir l'impression que mon expertise n'était pas forcément écoutée, ça avait un truc qui me saoulait de ouf. J'avais envie de créer beaucoup plus librement, et là, ça me permettait pas de créer librement. D'accord. J'avais... déjà, t'as un patron, t'as beau bosser plus, t'es pas payé plus, t'as l'impression d'être toujours confronté à des espèces de plafonds de verre, moi, j'avais l'impression d'être toujours en train de renégocier pour prouver ce que j'étais capable de faire. T'es toujours en train de sortir les rames, quoi. T'es un peu contraint, restreint tout le temps de ce que tu veux faire, et tout est douloureux. Et donc, c'est vers cette période-là que t'as switché sur le yoga. T'en faisais déjà à l'époque? J'ai toujours été sur une pente glissante. D'accord. Je pense que c'était une question de temps, où on savait que l'autre vrille arriverait. J'ai commencé le yoga avec mon premier taf. Donc en 2018, je suis arrivée en tant que freelance illustratrice dans une boîte. Et il y avait une nana qui venait une semaine sur 2 donner des cours de yoga. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. C'est à la mode ça dans les startups quand même, j'ai l'impression. C'est à la mode dans les startups. On n'est pas bien payé, mais on peut faire du yoga et on a un baby-foot ou un ping-pong généralement. Et du coup, quand j'ai commencé le yoga, pour le contexte, je suis pas une meuf sportive. Enfin, aujourd'hui, je suis une meuf sportive, mais j'ai commencé le sport pour la première fois où vraiment j'ai fait du sport sans que ce soit forcé. C'était en 2016. Donc, j'étais en stage de fin d'études de l'ISCOM. Et là, j'ai commencé la danse classique. Parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? Je crois que j'avais toujours rêvé de danser. Sauf que quand tu commences à danser après tes 12 ans, t'es forcément mis avec les intermédiaires, sauf que toi, t'es une brêle. Et à 12 ans, le regard des autres commence à être très, très pesant. Donc, t'es pas apte à supporter tout ça. Alors que quand t'as 22 ans et que tu débarques dans un cours de danse classique et que t'es éclaté, peut-être que t'as un petit peu plus de recul sur les choses et que t'es un peu plus capable de rire de toi. Oui, t'es moins affecté par le regard des meufs de 15 ans. Je pense qu'il y a plein de gens qui auraient été affectés, mais
En tout cas, les gens qui pouvaient se foutre de ma gueule, je les connaissais pas, alors que oui, à 15 ans, ça aurait été des gens qui étaient au collège avec moi et j'aurais probablement pas supporté ça. Vous avez de la sagesse déjà, en fait. Début de la sagesse, à 22 ans. Mais du coup, j'ai commencé la danse classique et j'étais éclatée, mais je trouvais ça cool. Et surtout, en commençant la danse, je me suis rendu compte que mon corps avait des capacités que je ne connaissais pas. Ok. Où j'ai toujours pu toucher mes orteils. Ouah, la vache, trop fort. Ouais, ça, j'ai toujours pu faire ça et ça me remplissait de fierté. Tu m'étonnes. Et vraiment, avec la danse classique, je pense qu'il a fallu 3 mois pour que je puisse faire ça. J'ai dit ça, donc du coup, je vais décrire. J'ai mon pied dans la main avec ma jambe collée à mon buste et je peux littéralement me plier en deux. Donc, déposer mon ventre sur mes cuisses sans aucun effort et ça arrivait très, très facilement dans mon Et donc corps. ça, c'est très utile en danse classique. C'est très utile en danse classique et c'est encore plus utile en yoga. Tu les as éclatés, les meufs. Je les ai pas du tout éclatées parce que c'est beaucoup plus technique que ça et ça demande beaucoup de muscles Ouais. et d'avoir des pieds intelligents et mes pieds ne comprennent toujours Et pas des comment réflexes marcher. et de l'endurance, quoi. Ouais. Enfin, ça demande du taf, quoi, des années de taf et puis une rotation externe dans les hanches qui n'existe toujours pas dans mon corps malgré le travail. Je sais pas tant travailler que ça, mais en tout cas, la rotation externe n'est pas logique dans mon corps là où la flexion avant l'était. Donc, j'ai progressé très vite, donc j'ai eu envie de m'accrocher. Ok. Et en vrai, quand je me suis mise à la danse, ça a titillé un truc en moi de me dire, genre, fais chier. En fait, si j'avais connu la danse gamine, j'aurais pu en faire mon métier. Tu commences la danse classique à 22 ans, il n'y a aucun espoir pour toi. Enfin, t'as aucun rat qui débarque à l'Opéra de Paris à 22 ans. Et puis, ton corps est plus modifiable. Enfin, c'est fini pour toi. Je pouvais, enfin, tu vois, même les meufs qui deviennent profs de danse, c'est parce que elles ont fait ça depuis gamine. T'as aucune prof de danse, même classique pour adultes, qui n'a pas un passif de 15 ans ou 20 ans de danse, quoi. Bref, du coup, j'ai compris que j'étais dans la merde avec la danse classique, mais quand j'ai découvert le yoga, j'ai su que... Il y avait moyen. Là, il y avait moyen. Et c'est ça qui est... Enfin, l'énorme valeur ajoutée du yoga, c'est que tu peux commencer hyper tard et devenir très bon. Ce qui est rare avec beaucoup de sports exigeants. Ouais, il y a dans tous les sports quasiment, il y a un âge parfait pour le faire et un âge où t'es au maximum, un âge où t'es plus apte à être au top du niveau. Il y a ça dans le yoga? Oh, c'est une bonne question, j'en sais rien. Ok, donc même si c'est le cas, en fait, c'est dans longtemps. Je pense que si tu commences très jeune, ton corps est encore très modulable. Donc, en commençant jeune, tu auras forcément une meilleure pratique. Ouais. Après, moi, j'ai jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Et a priori, Mais y a pas du coup... à 20 ans, j'avais plus de capacité qu'à 30 ans, tu vois. Ouais. Mais du coup, il n'y a pas un délire où à 50 ans, en fait, ton corps n'est plus juste capable de faire du yoga. Non, c'est un truc de ouf avec le yoga, c'est que tu vois des gens hyper yeufs pratiquer et être encore excellents. D'accord. Alors que c'est une pratique hyper exigeante, mais après, c'est différent. Enfin, le yoga, c'est un sport où t'as pas d'impact. Ouais. T'as pas forcément d'endurance. T'as de la souplesse, mais t'as rien qui est vraiment genre pas traumatisant inclusif, pour le quoi. corps. Ouais. Tu tires un petit peu dessus, mais non, c'est pas Oui, traumatisant. Ça vient avec le temps, en fait. Enfin, Ouais. Ok. Oui, c'est un truc où généralement les gens sont plus ou moins progressifs, mais ouais, t'as quand même Enfin, tu vois, quand je compare avec la danse classique, où on va vraiment contre le corps, on essaye de te mettre sur tes orteils, choses qui sont pas censées pouvoir te porter. On essaye de modifier la forme de ton bas de jambe pour que tu puisses être plus stable, etc. Le yoga cherche pas ça. Et moi, c'est un truc qui m'avait choqué quand j'étais passée de la danse au yoga, c'est que j'avais l'impression... La danse, j'avais vraiment un objectif qui était de modifier mon corps, mais pas pour le rendre plus sain, parce que j'étais face à des objectifs visuels, où je savais que le fait de modifier mon coup de pied, certes, me rendrait plus stable, mais il y a presque un truc de forcé. Déformation, oui. Là où le yoga, t'as quelque chose d'un peu plus sain dans le rapport au côté. Globalement, la pratique existe aussi parce qu'on te vend, enfin on te vend, c'est pas le bon terme, mais on t'incite à t'écouter. Donc t'as quand même quelque chose de plus bienveillant. D'ailleurs, la bienveillance, c'est le mot préféré du monde du yoga. Oui, j'ai cru remarquer ça. Ouais. On a quand même des gros gourous et des gros agresseurs sexuels, mais c'est un des mots préférés. Ça, on y reviendra dans pas longtemps. Mais avec bienveillance. Avec bienveillance, bien sûr, toujours. Donc, t'arrives là-dedans, tu vois qu'en fait, il y a moyen et il y a un truc qui fonctionne pour toi et ça te plaît. Et donc, j'imagine qu'il y a un moment où tu as un déclic qui te fait dire, en fait, je vis de ça, c'est trop bien. Ouais. Ou pas vraiment. Peut-être que c'est plus progressif. Je savais que j'allais le faire. Je savais juste pas quand. Du coup, quand j'ai commencé le yoga, j'avais 2 ans de danse derrière moi, donc j'avais déjà le corps qui s'était pas mal assoupli, j'avais aucune force.
mais j'avais quand même un petit peu de souplesse. Et du coup, j'étais pas bonne tout de suite, mais j'étais meilleure qu'un débutant pas souple, quoi. Donc, quand j'ai commencé le yoga, j'ai toujours su que à un moment donné, il y aurait une grille qui ferait que ça prendrait de la place. Et ça a pris de plus en plus de place. Mais je me sentais... 15 000 fois, on m'a demandé si j'allais devenir prof dans toutes mes années de yogi. Parce que j'ai commencé en 2018. Je suis devenue prof en 2023. Ouais. Donc, il y a eu 5 ans. Et pendant ces 5 ans, on m'a posé plein de fois la question. Mais moi, je voyais dans le prof de yoga une forme de responsabilité de l'élève où là où j'en étais dans ma maturité avant de me lancer, c'était pas OK d'accompagner des gens. D'accord. Et Je pas apte et légitime. Je pense que j'ai bien fait de pas le faire plus tôt. Ok. Je pense que c'était OK d'attendre. Pourquoi, par exemple, donne-moi un exemple concret. Je suis quelqu'un qui a galéré à trouver son équilibre. Yes. J'ai un passif plutôt de déséquilibré dans le sens où, avant de devenir prof, j'étais plutôt très fêtarde, je picolais beaucoup, j'aime bien boire des bières et fumer des clopes, hein, concrètement. Ah, moi, je trouve génial. Je dormais pas beaucoup, je respectais pas beaucoup mon corps. Donc, quand t'es dans un métier, t'es quand même dans un métier de représentation en tant que prof, tu promeus une forme de santé physique et mentale. Moi, j'étais pas à l'aise de le faire alors que... Tu savais que 5 heures après, t'allais te mettre une... Il y avait un manque de cohérence, tu vois. Pour le coup, pareil, on parle beaucoup d'alignement dans le yoga. Là, j'étais vraiment pas alignée avec... Enfin, j'aurais pas été alignée avec moi-même en faisant les deux. Et puis, je sais pas, je me sentais aussi pas prête. Maintenant, je sais que c'est pas compatible. Enfin, je sais pas si c'est une question d'âge ou si c'est pas compatible tout court. Mais aujourd'hui, je suis pas capable... Je fume plus et je bois plus presque par la contrainte de mon métier. C'est que t'es dans un métier... Ça aurait été cool que tu viennes prendre un de mes cours, tu feras ça à l'occasion. Ouais. Mais en fait, c'est un one-man show. C'est que t'as... Pendant entre 1 heure et 1 heure et demie, t'as le monde qui s'arrête, qui te regarde et que ils attendent de toi que tu leur dises quoi faire. Et toi, t'es là tu viens avec ta playlist et t'es là en train de parler pour te faire entendre et pour te faire suivre pendant 1 heure, 1 heure et demie. C'est un show en vrai. D'accord. Et du coup, il faut que ta voix elle soit saine, il faut que ton énergie soit là, il faut que tu sois en capacité, même si je prépare mes cours et je connais ma séquence par cœur au moment où je rentre dans une salle, bah faut quand même que je me souvienne où j'en suis. Je peux pas me permettre de me perdre, tu vois. Et j'imagine qu'il faut réussir à enchaîner les cours aussi plusieurs fois par jour. Absolument. C'est intense. Et pour vivre de ça, faut quand même un peu bosser. Donc je suis tout le temps fatiguée, même en menant une vie saine, parce que c'est un métier qui est extrêmement fatigant. Donc aujourd'hui, je sais que de toute façon, j'aurais pas pu cumuler les deux. Mais du coup, si j'avais essayé de cumuler les deux, je m'en serais pas sortie. D'accord. Ça aurait été... Tu parles de One Woman Show, donc de se mettre un peu en avant, forcément, parce que t'es prof et c'est toi qui gères le cours. Est-ce que ça, c'est un truc qui t'anime et qui te fait vraiment kiffer? Ou c'est une conséquence de ton activité et pas particulièrement? Moi, c'est un truc qui me fait kiffer, mais c'est pas le cas de tous les profs. Ouais. Ou justement, je pense qu'il y a des profs qui ont une base plus timide, donc pour qui c'est plus difficile. Je pense pas être très timide de base. Je suis à l'aise, tu vois, de rencontrer des gens. Je suis pas mal à l'aise de discuter, de parler. J'adorais pas parler en public, tu vois. Je rêvais pas de faire de la scène du tout. Mais c'est pas un truc qui m'était effroyablement mal à l'aise. C'était quelque chose que où je savais que j'étais apte à faire. Et de toute façon, je pense que quand même, quand tu deviens prof de yoga, j'ai pas réfléchi au fait que ce soit vrai pour tous les profs. Mais t'as un problème d'ego à résoudre, tu vois. Ok. Est-ce que tu penses que c'est lié à tous les métiers où il y a où tu te mets en avant, il y a un peu une représentation, etc. Ou alors tu penses que c'est vraiment propre au yoga? Je sais pas, à partir du moment où que tu sois sur une scène ou pas, mais que t'as envie d'avoir 25 personnes devant toi qui attendent que tu leur dises quelque chose pour bouger, il y a quand même l'ego qui rentre en jeu. Okay. Tu vois, on peut pas... ce serait malhonnête de partir du principe que tu peux le faire sans aucun ego. Et même à partir du moment où tu veux créer quelque chose, que ce soit créer une séquence, peindre un tableau, créer de la musique, où tu as envie que ce soit vu, bien sûr qu'il y a une part d'ego. Moi, j'ai choisi une manière d'enseigner le yoga qui est créative, où j'écris des séquences, parce que j'ai envie que les gens kiffent ce que je fais aussi, kiffent ce que je propose comme manière d'enchaîner des postures. Donc, bien sûr qu'il y a de l'ego. La création, c'est de l'ego. Ok.
je trouve. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je voulais juste... Après, c'est pas forcément malsain. Je pense que à partir du moment où tu le sais, déjà, il y a une forme de santé psychique dedans. Mais... Une prise de recul, quoi. Ouais, le déni serait mauvais. Ouais, en fait, À partir du moment où tu le sais, tu peux bosser dessus. c'est la différence entre la névrose et la psychose, quoi. T'es conscient de tes biais, mais ok, autant faire avec, quoi. Voilà. Ok. J'aimerais revenir rapidement sur la phase où t'es passé, du coup, de ton métier, donc de directrice artistique de DA, en gros, Ouais. au yoga. Est-ce que tu pourrais m'expliquer essentiellement comment ça s'est passé, en combien de temps, et les difficultés que tu as rencontrées? Déjà, j'ai eu de la chance parce que j'étais dans une boîte où ça a été compris et on m'a accompagnée. D'accord. Où l'avantage de bosser dans des startups, c'est que du coup, tu es face à des gens qui, à un moment donné, ont choisi eux aussi de créer leur projet et de voler leurs propres ailes. Et du coup, ils ont compris que le fait d'avoir une rupture conventionnelle était quelque chose d'important pour moi. Okay. Et ils m'ont de ouf soutenu. Où il y a un moment donné, forcément, le yoga commençait à prendre de la place. Enfin, pour te faire la temporalité, peut-être que ce sera plus simple d'en parler comme ça. Je me suis formée sur 6 mois. Mm-hmm. Toutes les formations initiales pour devenir prof de yoga prennent pas 6 mois. Moi, j'ai choisi de le faire comme ça parce que ça me permettait d'avoir du temps pour recevoir les informations, les digérer et me rendre apte à enseigner. Ouais. C'était important pour moi, une fois mon diplôme en poche, de me sentir capable de donner un cours. Parce qu'en général, c'est plus court que ça, ce que tu me dis. Tu as beaucoup de formations, on appelle ça des 200 heures. Ça fait du coup en moyenne 200 heures. Mm-hmm. Y a beaucoup de formations qui se font du coup en 3 semaines. Ah ouais, tu peux faire rentrer 200 heures sur 3 semaines. C'est rare que les 200 heures fassent vraiment 200 heures. Ouais. Du coup, c'est plus facile de le passer en 3 semaines. Mm-hmm. Et là, en l'occurrence, moi, c'était sur 6 mois parce que c'était un week-end par mois. Donc, ça me permettait de le rentrer dans ma vie quotidienne, de ne pas poser 3 semaines de vacances aussi pour ça, alors que c'est vraiment tous des vacances, c'est crevant de suivre une formation. Mm-hmm. Donc, du coup, j'ai fait une formation sur toute la première partie de 2023, où un week-end par mois, à peu près, j'étais dans la formation. Donc, ça veut dire qu'un week-end par mois, vu que je bossais sur la formation, j'enchaînais 12 jours sans jour off. Ouais. Donc, c'était quand même des moments où j'étais fatiguée. J'ai posé quelques lundis pour survivre après ça. Et tu vois, sur tout du long, j'avais déjà mon équipe. Et mon équipe était hyper dans le soutien, où ils savaient, je bossais avec 2 mecs. Et ils savaient très bien tous les deux que c'était des moments, si j'allais être claquée, qu'il faudrait aussi assurer. Et du coup, quand j'ai eu mon diplôme, donc c'était en juillet 2023, j'avais déjà négocié ma rupture co, j'avais préparé le terrain. L'idée, c'était de partir vers la rentrée de septembre. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à en parler en mai, ce qui fait qu'on a eu le temps de mettre tout en place, que je recrute quelqu'un pour me remplacer, que je forme cette personne. J'ai fait en sorte de faire ça le mieux possible parce que je voulais partir sereine. Et je voulais surtout pas attendre le moment où j'allais cumuler les deux, où le yoga allait forcément prendre plus de place parce que c'était mon métier de passion. Et à partir du moment où tu es dans un métier comme ça, tu es auto-entrepreneur, donc tu leads un business. Bien sûr. Forcément, ça allait prendre toute ma dédication versus mon CDI qui allait en prendre de moins en moins parce que c'était le truc que je quittais, quoi. Et je voulais pas me retrouver au moment où tout le monde allait être frustré parce que j'allais être à 30%. Bien sûr. Donc, du coup, j'ai essayé de partir bien. Et du coup, sur la transition, où j'ai quand même commencé à donner des cours, tu vois, j'ai eu des boss trop cool. J'ai envoyé des messages en disant « Coucou, je peux prendre un remplace ce matin à 10h » et ils me disaient « Ok ». Donc, ça s'est bien passé. Ouais. Ce qui fait que j'ai quitté mon taf en octobre 2023. Avec le chômage. Avec le chômage. Et que j'ai eu... ça a été très vite pour moi. J'ai eu le cul bordé de nouilles. Ah oui? Ouais. J'ai eu l'impression sur le moment qu'il s'est passé une éternité. En vrai, il m'a fallu 3 mois pour que ça se lance. Mm-hmm. Et 3 mois pour lancer une vie pro, c'est pas beaucoup. Quand tu dis lancer une vie pro, qu'est-ce que tu définis par ça? Pour gagner ma vie. Ah, ok. Pour en vivre vraiment proprement. Pas pour en vivre proprement, mais pour avoir... Du minimum syndical. En fait, quand tu es prof de yoga, ça fonctionne de la manière suivante. C'est que tu es dépendant. Ok. C'est-à-dire que tu as des créneaux fixes en studio. Ouais. Donc moi, tous les mercredis à 10h30, je bosse au même endroit. Tous les jeudis à telle heure, je bosse au même endroit, etc. Et au bout de 3 mois, j'avais un planning qui tenait la route, qui me permettait de gagner ma vie. Je gagnais pas bien ma vie, mais qui me permettait de gagner ma vie, qui me rendait pas dépendant du chômage, ce qui était quand même un luxe de taré. J'imagine. Mais au début, de toute façon, quand tu débarques et que tu as un diplôme,
Donc, le diplôme, ce que je te disais, la plupart des gens le font sur 3 semaines. Tu sors de 3 semaines où tu t'es pris tellement d'informations dans ta tête qu'il n'y a rien qui est clair. En fait, tu es inapte à enseigner correctement un cours. Et les bons profs, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui font ça depuis longtemps. Toi, tu te compares à des gens qui ont de l'expérience, qui font ça depuis longtemps. Donc, à côté, tu es éclaté au sol. Et pour un studio, de te faire confiance et de te dire, bah oui, bien sûr, viens enseigner chez moi alors que tu es probablement incompétent. Personne n'a envie de donner la chance à des jeunes profs. Enfin, pas personne, mais difficilement. Tu as envie que les gens se fassent un petit peu la main ailleurs. Et en même temps, pour se faire la main ailleurs, il faut bien que quelqu'un dise oui à un moment donné. Et tout à l'heure, tu parlais de la notion d'avoir un portfolio quand tu étais donc en DA. Là, comment tu as approché les studios dans lesquels tu as pu bosser au bout de 3 mois? Pareil, j'ai eu de la chance. J'étais pratiquante de manière assez intense en studio. Donc déjà, il y avait pas mal de studios qui me connaissaient parce que j'allais y prendre des cours. Un des studios dans lequel je bosse le plus aujourd'hui, qui s'appelle Kind, eux, ils ont un système d'abonnement illimité. Donc, en gros, tu payes, si je te dis pas de conneries, 150 balles par mois et tu fais autant de cours que tu veux. D'accord. Mais autant de cours que tu veux, pour des personnes lambda, ça veut dire qu'ils viennent 4 fois par semaine. Pour moi, ça veut dire que je venais 2 fois par jour. Sérieux? À peu près 7 jours sur 7. Oh la vache, ok. Donc, ils me connaissaient bien, tu vois. Okay. Est-ce que tu as un rapport addictif aux choses ou pas même? Complètement. D'accord. Cool. Complètement. Peut-être pour ça que je fais des rires régulièrement. Et en plus, je connaissais déjà beaucoup de profs parce que mon mec était déjà prof de yoga depuis quelques années. Ça rend service. Ça aide, ouais. Ça rend service parce que je pense pas que les gens m'ont filé du taf parce que j'étais la meuf d'eux, mais les gens me connaissaient. Ouais. Typiquement, il y a une prof qui s'appelle Ludivine, qui est une copine d'Axel de base que j'ai rencontrée parce que je prenais ses cours. Et Ludivine, je lui avais demandé, parce qu'il n'y a pas de stage qui existe dans le monde du yoga, donc je lui avais demandé de l'assister sur ses ateliers. Comme ça me permettait de commencer à enseigner, de commencer à me faire connaître auprès d'élèves, sans porter mes ateliers moi-même, parce que personne allait prendre un atelier avec CC, personne ne savait qui c'était, tu vois. Et du coup, je me suis j'ai un peu fait comme une espèce de candidature spontanée, si tu veux, pour faire des stages auprès d'autres profs pour commencer à me faire connaître. Ouais. Et du coup, le fait de me voir interagir avec d'autres élèves, les gens se sont dit, bon, ok, elle a pas l'air complètement con, peut-être qu'on pourrait lui laisser une chance. D'accord. Et je pense que ce genre de truc, ça a aidé. Et je sais que moi, maintenant, c'est un truc que j'essaie de pas mal faire en tant que prof, où maintenant, je suis installée sur quasiment tous mes ateliers. Je le fais plus systématiquement, mais j'ai fait ça toujours au début. Je prenais toujours une assiste jeune prof. Elle, ça lui permettait, je dis elle parce que c'est quasiment que des nanas, mais ça pourrait être un il. Elle, ça lui permettait déjà de voir comment fonctionne un atelier, tu vois, d'un regard extérieur, parce que quand tu prends un cours ou un atelier, t'es pas dans l'analyse. Alors que quand tu es là pour assister, tu es vraiment dans une posture où tu peux analyser un petit peu ce qui se passe, et ça permet aux gens de commencer à connaître les élèves, tu vois. Donc, tu donnes la chance à certaines personnes qui potentiellement étaient comme toi et auraient pu galérer. Et puis moi, je l'ai vraiment vécu comme une chance, tu vois. Donc j'essaye de le proposer, ouais. T'as connu ton mec dans un cours de yoga? Ouais. D'accord. On était clichés. Il était prof. Marrant. Du coup, ce que je comprends à travers ce que tu me dis aussi, c'est que le marché en fait du yoga, il a l'air d'être comment blindé. Ouais, il est assez saturé. Assez saturé, ouais. Donc c'est dur, enfin c'est vraiment dur d'aujourd'hui se faire sa place. Je pense que c'est dur, mais je pense que dans 100% des métiers, à partir du moment où tu taffes, genre où tu te donnes les moyens, t'as ta place. Ok. Pour les bons, il y a toujours de la place où que tu sois. Mais par contre, oui, il va falloir taffer plus que les autres potentiellement, quoi. Okay. Et il y a personne. Je vais arrêter de dire toujours, jamais et personne ou quoi, mais je pense que si tu taffes comme un taré, il y a pas de raison que tu deviennes pas bon. Et si tu deviens bon, il y a pas de raison qu'on te fasse pas bosser, quoi. Donc, si tu dis, si vous déconseillez des gens qui penseraient à l'idée de devenir prof de yoga potentiellement ou de bosser là-dedans, ce serait. J'ai pas mal de gens qui me posent la question, tu vois. Je reçois pas mal de messages de profs, de jeunes profs, et j'ai bu beaucoup de café avec des profs qui se sont lancés à une époque. Moi, les gens que je connais, déjà, globalement, j'essaie de les aider parce que ça fait partie des choses que j'ai envie de faire de ma vie. Et le yoga, c'est bienveillant? Le yoga, c'est bienveillant. Je pense que le yoga est pas 100% bienveillant, mais en tout cas, moi, dans mon rapport aux autres, j'aime bien aider les gens. D'accord. Sinon, je pense que j'aurais choisi un autre métier. Et donc, moi, les gens que je vois évoluer, tu vois, je pense à plusieurs nanas que j'ai vu évoluer depuis que je suis prof, que j'ai essayé d'aider
Donc effectivement, c'est des nanas qui ont assisté mes ateliers. C'est des nanas que j'ai recommandées auprès des studios où je bossais parce que c'est beaucoup de bouche à oreille. Je pense que ce que je recommande aux gens qui ont besoin de se lancer, au début, si personne veut te filer de créneau, va falloir trouver un moyen de taffer. Faut louer des salles pour commencer à se faire une bande d'élèves. Notre métier, c'est Instagram, en vrai. Maintenant, malheureusement, malheureusement, c'est un coup de pouce aussi, mais on est quand même très dépendant de ça. Donc, va falloir taffer un petit peu sa présence en ligne si tu veux être crédible et pratiquer en studio pour être visible et pour qu'on pense à toi. Ouais. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui prend du temps. Il y a des studios où c'est plus facile de rentrer que d'autres. Donc, il y a des studios où je recommande plus facilement que d'autres quand tu es jeune prof. Et de toute façon, au début, il faut se faire la main, pas sur les studios où tu rêves de bosser. Il faut se faire de la main sur des studios où tu n'as pas peur de te griller si tu fais de la merde. Oui, ok. Prends ce qu'on a, quoi. De toute façon, au début, comme tout métier, au début, c'est pas bon ce que tu fais. Mes premiers cours, c'était probablement... je sais pas si ça a déjà été catastrophique ou mes potes n'ont jamais osé me dire, mais ils ont trouvé que c'était horrible. J'en sais rien. Peut-être que mes potes m'aiment trop pour me le dire. Mais clairement, mes premiers cours, ils étaient forcément pas parfait, forcément. Ouais. Mais c'est jamais parfait. Et ce qu'on se dit tout le temps, parce que c'est un métier où on a beaucoup de remises en question et on est face au regard des gens tous les jours. C'est un métier où il y a des gens qui vont nous juger systématiquement. L'avantage, et ce qu'on essaye de se dire pour se rassurer, c'est que notre pire cours d'aujourd'hui, c'est probablement le meilleur cours qu'on aurait donné il y a 6 mois. D'accord. Vu qu'on est en constante évolution. En espérant qu'on soit vraiment en constante évolution. Mais tu vois, ce matin, typiquement, je cherchais de l'inspiration pour écrire un cours. Donc, j'ai regardé mon cahier qui m'a accompagné toute l'année dernière. Et vraiment, j'ai relu un cours que j'avais donné il y a à peu près 1 an. Et j'étais genre... Catastrophe. Pas catastrophe, non, mais tu ferais pas ça aujourd'hui. Ouais, c'était pas cohérent. Genre, fausse bonne idée. Alors... Mais à l'époque, j'ai sûrement trouvé ça génial. J'ai 1000 questions. La première va être, c'est quoi pour toi un bon cours de yoga? Ma réponse perso. Ouais. Genre pas une réponse que je donne en tant que pratiquante ou une réponse que je donne en tant que prof. En tant que prof. C'est hyper dur. Par exemple, tu vois, tu me parles du fait que tu as vu un de tes cours d'il y a 1 an et que tu le refais pas comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui te posait problème dans ce cours-là? Ok. Je prends juste un stylo parce que j'ai des questions qui me viennent. Il faut que j'ai note, sinon je vais j'ai une mémoire de 30 secondes. Pour moi... Je vais parler quand même un peu en tant que pratiquante parce que j'ai mes biais et je préfère dire que j'ai mes biais plutôt que faire genre c'est quelque chose de générique. Ouais. Je pense qu'un bon cours, c'est un cours qui est logique anatomiquement. Par exemple, si mon objectif pour ce cours-là, c'est de te faire faire un grand écart facial, mais que je te fais bosser que les épaules, il y a un souci de cohérence. D'accord. Moi, les cours que j'aime donner et les cours que j'aime prendre, c'est ceux qui vont être hyper cohérents anatomiquement. Donc, si aujourd'hui, je te dis qu'on fait des backbends, on va faire des backbends, ça ne veut pas dire qu'on fera que des backbends, mais entre la minute 1 de mon cours et la minute 60 de mon cours, tu vas dire genre, ok, c'était logique. C'est un cours qui est logique dans le corps. Ok. Donc, il y a toujours une notion de vouloir amener quelqu'un quelque part, quoi. Absolument. Ok, parce que du coup... Je dis pas que c'est un bon cours qui doit fonctionner comme ça, genre amener quelqu'un quelque part avec une destination finale, mais c'est la manière dont moi je travaille, où chacun de mes cours emmène vers ce qu'on appelle une peak pause, donc une destination finale. Ouais. Et c'est la manière la plus logique pour moi d'écrire un cours, parce que ça veut dire que si je te prends une posture, reprenons le grand écart facial, a priori, il va falloir qu'on étire l'intérieur des jambes, l'arrière des jambes, qu'il va falloir qu'on fasse beaucoup de rotation externe, etc. C'est quand même une posture avancée et il vaut mieux qu'on le prépare. Oui, bien sûr. Ce serait une bonne idée. Et du coup, ça nécessite quand même que les gens qui prennent ton cours, enfin, ils sont prévenus à l'avance que ça va être intermédiaire, hardcore, impossible. Il y a toute une notion de difficulté aussi. Que j'ignore, hein. Enfin, je débarque, je suis un profane, moi, donc il faut m'expliquer des choses. Mes cours sont... Enfin, aujourd'hui, je fais plus trop gaffe à la manière dont mes cours sont vendus par les studios. Je sais que certains de mes cours sont qualifiés d'intermédiaires, d'autres de tout niveau. Le yoga, on vend beaucoup du tout niveau parce que ça vend mieux. Ouais. Pour moi, un cours est tout niveau à partir du moment où tu es apte à le suivre, parce que l'indication que le prof va te donner te rend apte à le suivre. Après, quand on te propose de tendre la jambe et
et que c'est une proposition et que toi, dans ton corps, tu peux pas tendre la jambe, c'est pas grave. Tu n'es pas allé au bout de la proposition, mais tu as pu suivre le cours. Juste, il y a des choses qui vont être dispo dans ton corps qui vont pas être dispo dans le corps de Jean-Michel, tu vois. Ouais. Et tout ça, c'est OK. Ça veut pas dire que... tu vois, moi, je me considère aujourd'hui comme une pratiquante avancée. Tu fais un cours sur la rotation externe de hanche, mais je vais être éclatée. Et tout le cours, je vais pas faire de la merde parce que si tu me guides bien, je vais tout faire pour te suivre. Après, ce qui est disponible dans mon corps, ce sera beaucoup plus disponible dans le corps de quelqu'un qui a un grand écart. D'accord. Ce qui n'arrivera probablement jamais dans mon corps. D'accord. Ou en tout cas, pas d'une certaine manière. Et donc, tu m'expliques que pour toi, ce que tu valorises dans un cours, c'est qu'il y ait une continuité logique avec un début, une fin qui soit cohérente, comme globalement. Ça. Ouais, qui est une logique anatomique. Ok. Et donc, comment t'écris un cours? Tu pars d'une finalité et en fait, tu reviens en amont sur toutes les qualités qu'il faut travailler pendant le cours, c'est ça? Quand moi, j'écris un cours, typiquement, je peux te parler de mon cours de cette semaine. Cette semaine, je te montre la posture. Vas-y. Je fais un cours sur le compas et sur Bird of Paradise. Je te montre que le compas parce que Bird of Paradise, il faut se lever, j'ai la flemme. Vas-y. D'accord. Donc là, elle est assise, elle se tient le pied au niveau de la tête, la jambe totalement droite. Quand je regarde cette posture, ouais. Là, je suis avachie sur le côté. C'est très menaçant comme position. Je serais plutôt droite comme ça. Ouais. Il me faut de l'extension dans mon flanc droit. Ouais. Petit bazar. Il me faut de l'extension à l'arrière de la jambe. Ouais. Un peu de rotation dans la hanche parce qu'il faut que je puisse pousser mon genou derrière mon aisselle, derrière mon épaule. Ouais. Ça, c'est mes 3 gros éléments. Et globalement, je suis en petite ouverture de hanche dans les 2 jambes. Tu vois, j'ai pas les hanches fermées. Oui. J'ai les hanches un peu ouvertes. Okay. Et j'essaye de redresser mon dos. Donc, en vrai, je cherche un petit peu d'extension thoracique. Et je vais tirer un peu sur mes bras. La version finale de mon 2e bazar qui s'appelle Bird of Paradise, je serai en bind. Je serai là. D'accord. Donc, j'ai quand même pas mal de trucs de bind à préparer. Ouais. Bind, c'est le fait de faire un nœud avec ses bras. Et du coup, je me pose sur ces différents éléments, je les liste dans un cahier. Et après, je réfléchis à par quelle posture je pourrais passer pour préparer ça. Ouais. Donc, je me dis, OK, pour l'étirement des ischios, bon, déjà, je vais mettre des chiens tête en bas parce que j'ai jamais écrit un cours sur chien tête en bas. Ça pourrait être un défi, mais que je suis pas prête à faire. C'est pas un peu le classico-classique, du coup. C'est un classico-classique. Ouais. Et c'est une posture que les gens connaissent, donc je trouve ça important de les mettre aussi dans des postures qu'ils connaissent pour avoir des moments de pause. D'accord. Je trouve ça sain de retrouver des familiarités régulièrement. Ouais, je suis d'accord. Plutôt qu'être 100% dans du défi. Je me liste, OK, je vais caler des binds, je vais caler des ouvertures de hanches. Du coup, qui est proche de ça, je peux mettre Malasana, qui est le yogi squat. Et du coup, je vais me lister un peu, tu vois, toutes ces postures par lesquelles j'ai envie de passer. Mm-hmm. Je vais me mettre sur un tapis. J'aime bien pratiquer ce que j'enseigne avant de l'enseigner. Et je vais prendre des notes au fil de l'eau pour écrire un cours cohérent à la fin. Ok, c'est très clair. C'est clair. Ah oui, c'est super clair. Et quand j'ai fait un cours de théâtre, pas du tout, un cours de yoga ce matin. Donc il y avait forcément la prof qui te guide et qui te dit quoi faire, mais il y a aussi de la musique. Donc il y a tout un côté mise en scène. Ouais. Comment vous faites ça? Juste une playlist, vous faites on, ou alors vous réfléchissez à vos musiques? Ça dépend des profs. Ouais. Moi, j'aime bien me prendre la tête dans la vie. Ok. Donc je fais toutes mes playlists moi-même. Ouais. Et je mets beaucoup de temps à les faire. Et quand je dis beaucoup de temps, imagine du temps, triple-le, et ça fait à peu près mon temps. D'accord. Globalement, une playlist, régulièrement, quand j'ai des sons qui passent sur Spotify que j'aime bien, où je mets pas mal de trucs en aléatoire juste pour taffer constamment, tu vois, j'écoute de la musique et je suis en train de chiller. En fait, non, je fais du travail de fond pour ma prochaine playlist il y a à peu près... Non, pas à peu près, ça marche pas. Dans environ 6 mois, ouais. Ça marche mieux. Et... ce qui fait que j'ai déjà des petites banques dans mon Spotify de musique qu'il va falloir que j'aille chercher pour ma prochaine playlist. Et le moment où je veux créer ma playlist, je vais me mettre sur mon ordi pour à peu près... Ça varie, parce que parfois ça marche vite et parfois c'est lent, mais entre 3 et 6 heures pour écrire la playlist du mois. Et ça change tous les mois. Donc c'est beaucoup de travail. Une playlist que les gens écoutent que partiellement parce qu'ils sont très concentrés sur le reste. Évidemment. Mais c'est important pour moi. Ouais, même au-delà de ça, c'est mettre dans une ambiance, un mood. Quand la musique accélère, tu sens que ça va être un peu tonique, donc tu peux préparer. Enfin, c'est hyper important. Et puis, encore une fois, je suis venue par le yoga aussi parce que j'aimais bien danser. Mmh. Et du coup, si la musique me donne envie de bouger, ça va m'emmener plus ou moins dans... Enfin, ça va m'emmener plus ou moins là où je veux aller et dans l'état dans lequel je veux être.
Et par contre, prendre un cours de yoga où j'aime pas la playlist, je peux passer un très mauvais moment. Colère. 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 Mais il y a beaucoup de choses qui mettent en colère dans la vie. Trop de Il choses. s'en passe des choses, j'ai l'impression. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, tu as des cours qui tournent, en fait, globalement. Est-ce que tu recycles d'anciens cours, alors est-ce que c'est perpétuellement un changement? Il y a un nouveau cours toutes les semaines à peu près. Ouais. Sauf si je fais pas une semaine complète. Typiquement, semaine prochaine, je pars en retraite. Donc, j'enseigne 2 cours en studio, je crois. Donc là, on va peut-être partir sur un recyclage, pardonnez-moi. Mais, mais sinon, j'écris un cours par semaine. Et il faut vraiment que je sois fatiguée ou j'ai pas eu le temps pour X ou Y raison de préparer un cours pour aller chercher un cours il y a plusieurs mois. Ok. Jusqu'à présent, j'ai dû recycler 3 fois. Ce qui est honnête sur 3 ans. Ça me paraît ok. Ouais, c'est ok. D'accord. Par contre, je crois que ça fait 2 ans. 2 ans. Ça fera 2 ans à la 2023. rentrée. Ouais. Donc ça fait 2 ans. Est-ce que du coup le métier de prof de yoga est à l'image de ce que tu t'en faisais à l'époque? Est-ce qu'il y a des déceptions? Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'embêtent mais que tu dois faire parce que ça fait partie du métier? Pour être 100% transparente, le concept de devenir prof de yoga, c'est pas un truc qui me faisait rêver. De, tu vois, je me voyais pas dire en société, bah, je suis prof de yoga, et moi, trouver ça stylé de le dire. J'avais un peu de mépris en moi quand j'entendais Je vois ce que tu veux dire. moi-même dire cette phrase. Et du coup, c'était plutôt un métier que, dans mon inconscient, je voyais quelque chose, pas de positif, quoi. Où t'imagines un saltimbanque en Sarwell qui crache du feu le week-end et qui est peut-être un petit peu perché, voire un petit peu con, tu vois. En tout cas, dans la construction que je m'étais faite un peu en boomerang aussi du regard des gens quand je disais que j'étais pratiquante de yoga. Après, moi, ce que j'ai fait de mon métier, déjà, je suis très terre à terre. Moi, j'ai aucune forme de spiritualité ou d'ésotérisme dans ce que j'enseigne, Ouais. ce qui est complètement un choix délibéré. Et là où j'avais très peur, notamment du regard de mes parents, de choisir un métier un petit peu de fou, tu vois. En tout cas, pas un métier sérieux. J'ai l'impression d'avoir jamais été dans un métier aussi intelligent que ce que je fais aujourd'hui. Déjà, je suis dans un métier créatif qui me permet de continuer mes premiers amours. J'ai jamais eu autant de connaissances anatomiques enfin forcément, non, forcément c'est pas le bon mot parce que pas forcément, mais moi dans mon approche c'est tellement important pour moi de comprendre ce qu'on est en train de faire avec notre corps que je me suis déjà beaucoup éduquée et je continue de le faire et ça fait énormément partie des raisons pour lesquelles j'ai mon métier. Tu rencontres énormément de gens, donc tu as quand même tout un angle social qui est passionnant. Et après, tu gères une entreprise. Donc, oui, dans tous les cas, c'est... Donc, tu découvres d'autres pans de l'entreprise où j'avais toujours été freelance. Donc, je connaissais le site de l'URSSAF. J'avais déjà fait des factures, mais ça s'arrêtait là. Là, j'ai jamais... à chaque fois que j'ai été freelance, j'ai jamais essayé de développer mon activité. C'est que je terminais mes stages, ça s'était bien passé. On me proposait de rester en freelance et du coup, j'avais fait ce qu'il fallait pour rester en freelance. Mais là, du coup, il y a tout un pan de devoir développer son activité où je me doutais pas de passer par là. Ou pas que Instagram m'ait jamais intéressée parce que j'ai toujours eu Instagram dans mon perso et j'ai toujours suivi des gens qui m'inspiraient. Aujourd'hui, Instagram, c'est quand même un gros outil de travail. Pas y échapper. Ouais. J'ai 20 000 questions sous-jacentes. Vas-y. Mais je vais essayer d'y aller de manière crescendo. La première, c'est, donc tu dis qu'à l'époque, quand tu te présentais en tant que prof de yoga, ça peut déjà déranger un peu quelque part. Et comment tu te présentes aujourd'hui, du coup? Est-ce que ça a changé? Est-ce que la forme a changé ou c'est juste ta façon de percevoir? Je te dis de la même manière, mais maintenant, je suis fière. Ok, c'est très bien. Tu dis quoi exactement? Je vais te raconter une anecdote. Vas-y. Et je l'ai jamais dit à mon mec, donc je suis un peu gênée de le dire. Mais la première fois qu'on est partis en vacances ensemble, déjà, on se connaissait depuis 3 semaines. Mais on avait eu un bon feeling, quoi. Donc, on s'était dit, allez, let's go partir en vacances ensemble. On va pas se voir pendant 3 semaines, quoi. Et donc, on avait rencontré un gars parce qu'il nous louait sa voiture et il nous avait demandé ce qu'on faisait dans la vie. Donc, moi, j'avais dit que j'étais directrice artistique. Et quand Axel avait répondu qu'il était prof de yoga, ça avait vraiment fait un pincement dans la gorge où j'avais honte. J'ai tellement pas honte de toi aujourd'hui. Et parce que vraiment, dans le monde dans lequel j'avais été exposée et la vision qu'on avait du prof de yoga, genre c'était pas quelque chose dont on pouvait être fier. Et je m'en veux tellement d'avoir eu cette pensée parce qu'aujourd'hui,
franchement, je suis convaincue que j'ai un métier beaucoup plus intelligent que ce que j'ai... Enfin, c'est la chose la plus intelligente que j'ai fait dans ma vie. Et tu vois, quand on pense à tous ces métiers, tu me parlais de ça tout à l'heure, où tu fais des slides. Et en fait, si ton métier, c'est de réunir les idées des autres pour faire des slides, bah, t'es probablement dans le métier le plus con possible. Donc, moi, ça a été énormément mon taf, tu vois, de finalement être un pigeon voyageur aussi entre différentes BU dans ta boîte. Ou alors de devoir... Enfin, oui, j'ai pu... Enfin, mon métier, c'était de créer graphiquement ce qu'il y avait dans la tête des autres. En tout cas, d'ordonner des idées. C'est un métier qui est utile, mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus utile. Mais enfin, au-delà de mon petit quotidien au monde, tu vois, je fais un truc et... moi, la manière dont je vois mon métier et ce pourquoi je le fais, c'est que j'apprends des gens à connaître leur corps. C'est quand même un truc de ouf. Et à chaque fois que les gens débloquent... Enfin, on parle de posture, donc ils débloquent des postures, mais en fait, ils débloquent des postures parce qu'ils ont compris un truc... anatomique chez eux, ils ont comme un peu mieux compris leur propre outil. Je trouve ça génial. Et peut-être chose que j'aurais dû préciser, parce que c'est quand même une grosse partie de mon métier, je suis prof de yoga, mais j'enseigne énormément les inversions. Donc toutes les postures, c'est les postures en équilibre, la tête en bas, où tes pieds ne touchent plus le sol parce que tu es en équilibre. Moi, la posture que j'enseigne le plus, c'est Pincha Mayurasana. C'est l'équilibre sur les avant-bras. Oui, je crois que je vois. Donc, j'ai mes avant-bras au sol et c'est tout. Et pour le coup, les inversions, enfin, pincha et handstand, tu peux pas tricher. Tu es obligé de connaître ton corps, d'avoir de la proprioception, d'être connecté, de ressentir, parce que sinon, tu peux pas y arriver. Ok, donc c'est exigeant. C'est extrêmement exigeant, mais dans le sens où faut apprendre à se connaître pour être capable de faire ça, et c'est ça qui est chambé. D'accord. Donc tu en tires beaucoup de fierté d'arriver à transmettre ce savoir à des gens finalement, et c'est une très belle réponse. Et tu as mentionné tes parents tout à l'heure. Ils ont vécu comment cette transition de vie? Je pense pas très bien. Ah oui. Ils font quoi, eux, par curiosité? Aujourd'hui, ils sont retraités, mais ils étaient tous les deux en finance. Ah ouais. Et mes deux frères sont plutôt ingénieurs. D'accord. Ça te donne un petit peu une perspective. J'ai l'ambiance, ouais. Oh, déjà, et ça, c'est peut-être mon imaginaire à moi, mais quand j'étais partie en études de com, j'ai toujours ressenti que mon père, il n'était pas OK avec mes choix, dans le sens où on m'avait offert des capacités intellectuelles et j'allais en faire ça. Et quand je suis partie dans quelque chose de plus créatif, je pense que c'était plus OK déjà, parce que y avait une sensibilité créative dans ma famille où du coup, c'était un petit peu moins déconnant. Et du coup, le jour où je suis devenue prof de yoga, je me souviens d'une conversation très rude au téléphone avec ma mère, où j'ai annoncé à ma mère le fait que j'avais eu une rupture co et que je quittais mon CDI. Et que du coup, il faudrait qu'on fasse ça. Et ma mère m'a répondu, parce qu'il y a quelque chose à fêter. Aïe. On l'a senti venir, il est arrivé. Ouais, compliqué. Et j'en ai énormément voulu à ma mère de m'avoir dit ça. Et du coup, la première chose que j'ai dit à mes parents, ça faisait à peu près... au bout d'un mois, j'avais fait un mois pas trop dégueu financièrement. Genre, en vrai, bon, une fois l'URSSAF passé, c'était pas ouf. Mais sur le papier... Le chiffre d'affaires, c'était quoi? Le chiffre d'affaires était OK. Et là, j'ai vu mes parents reprendre de l'air, tu vois. Ah. Faire un... Ouais. Où c'était con, mais en fait, mes parents, je pense qu'ils attendaient, mais parce que par réflexe de papa et de maman inquiets pour leur gamine, ils attendaient de voir que j'allais m'en sortir. Et je pense que c'était pas malveillant, je pense que c'était maladroit et con, et parce que c'était de l'inconnu. Bien sûr. Mais du coup, ce que eux attendaient, c'était que je leur prouve que financièrement, j'étais viable. Oui, puis il faut pas leur en vouloir quand les deux viennent de la finance, que tu as deux fils, c'est ça, qui sont ingénieurs. Ouais. C'est normal que tu veuilles que ton enfant qui part faire du yoga soit responsable et autonome. Ouais, et je pense que aussi ma mère, elle a jamais changé de taf, tu vois, elle est restée dans la même boîte toute sa carrière. Donc déjà, ils comprenaient pas trop ce concept de nous, on change de boîte tous les 2 ans. Bien sûr. Tu vois, même ce que mon frère aîné, il est dans la même boîte depuis le début. De le début, je sais pas. Bon, il est dans la même boîte depuis longtemps, tu vois. Et mon frère,
Mon frère, c'est un peu l'opposé de moi en plus, parce que lui, on a un peu envie de lui dire, genre, bouge-toi le cul, trouve un truc qui t'épanouit plus. Et moi, on a un peu, ils avaient un peu envie de me dire, genre, bah non, accroche-toi à ton truc stable, parce que j'étais beaucoup plus fofolle. Ok. Et je pense qu'ils avaient peur, vu que je suis quelqu'un qui manquait de cadre globalement dans ma construction, ils avaient peur que le fait de faire péter mon cadre Ça te me rende zinzin. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont rassurés de voir qu'on s'en sort. Ok, donc une belle histoire finalement. Oui, Mais ça oui, fait de ouf. Et je pense que vu qu'Axel était quand même déjà prof et qu'il n'avait pas l'air taré, ça les a rassurés un Ouais, peu. forcément. Mais yoga, on ne sait pas à quoi s'attendre derrière. Hein. Et quand Axel a rencontré tes parents et qu'il leur a dit je suis prof de yoga, est-ce que tu avais aussi ce pincement à la gorge ou alors on était déjà passé à autre chose à ce moment-là? Ça faisait plus longtemps qu'on était ensemble, donc j'étais plus prête psychologiquement à ce qu'ils s'introduisent de cette manière. Ok. Et je pense que j'étais préoccupée par autre chose. C'est que Axel, quand il a rencontré mes parents, il les a tutoyés direct. Ah, ouais. Et chez moi, ça se faisait pas. Et du coup, j'ai vu mon père devenir livide. Et en fait, je suis très reconnaissante qu'il ait fait ça aujourd'hui. Parce que ça a cassé un truc direct. Ça a cassé une distance. Ça a mis tout le monde au même niveau. Et je trouve ça très sain. Moi, j'ai jamais été fan du vouvoiement. Mais je te dis, je pense que j'avais plein de principes et de conventions à la con dans ma tête parce que j'avais grandi comme ça. Et mine de rien, il a fait quand même péter pas mal de conventions. Et je pense que c'est pas plus mal. Donc il a foutu le bazar, mais positivement. D'accord. Et ouais, non, quand ils ont rencontré Axel, j'étais pas stressée. Puis j'étais assez convaincue de la démarche. Ouais, de celui-là, quoi. Cool. Après, je touche du bois, hein, mais... Pour l'instant, on touche du bois. Tout à l'heure, tu as mentionné YouTube. Et ce qui a surgi beaucoup dans les gens que j'interviewe, c'est que beaucoup ont en fait une vision du métier qui est un peu idéalisée. Et par exemple, en vidéo, en fait, 90% de ce que tu fais de ton temps libre, enfin de ton temps actif, c'est démarcher, faire des propositions, se démener pour avoir des contrats. Est-ce que j'ai l'impression que dans le yoga, tu as beaucoup plus de ton temps qui est passé à faire ce que tu aimes, en tout cas, et beaucoup moins ces contrats plutôt administratifs et qui permettent de vivre, tout simplement. Est-ce que tu confirmes ou c'est qu'une impression? Non, je pense pas que ce soit tout à fait vrai. Quand on part du principe que ce que j'aime faire en tant que prof de yoga, c'est pratiquer quand même. Oui. Ma pratique est clairement passée à la trappe, où je fais beaucoup moins que ce que je voudrais faire. Typiquement, on est un mercredi, j'ai pris un cours hier, mais globalement, j'aurais bien aimé pratiquer des handstands tous les jours et je l'ai pas encore fait. Donc, je suis pas du tout en train de faire ce que je veux. Parce qu'on passe on passe beaucoup de temps administratif. Oui. Donc, effectivement, nous, on est dans une routine où on va donner les mêmes cours toutes les semaines aux mêmes endroits. Après, malheureusement, on peut pas gagner sa vie comme ça, où il faudrait donner 25 cours par semaine et du coup avoir envie de se tirer une balle toutes les semaines et ce qu'on essaie de pas faire. Donc, on fait pas mal d'événements. Donc, on fait des retraites, on fait des formations, on fait des ateliers. Et tout ça, ça demande du temps, que ce soit logistique d'organiser, les préparations. Tu vois, moi, je suis en week-end le lundi, mardi. Là, j'ai passé une grosse partie de mon week-end à gérer ma retraite de la semaine prochaine. Donc oui, c'est parler, du coup, prendre les rendez-vous pour ceux qui veulent faire des massages, parler à la masseuse. Là, j'ai relancé la chef tout à l'heure pour connaître les menus. Et c'est plein de trucs de l'orga. Tu vois, finalement, je voulais faire de l'événementiel. M'y voilà. De vérifier qu'on a la caisse pour pouvoir y aller. D'appeler le lieu pour savoir si les élèves peuvent venir avec leur chien. Et oui, tu as énormément de logistique à faire autour. Comme, tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai YouTube. Mais si j'avais une plateforme en ligne pour laquelle les gens devraient payer, ou moi, j'aurais un abonnement à rentabiliser, aussi, je passerais beaucoup de temps à faire de la com pour vendre ma plateforme. Oui. Aujourd'hui, je passe pas beaucoup de temps à vendre mes cours sur YouTube parce que de toute façon, il me rapporte pas un rond. Mais dès que j'ai un événement, je passe beaucoup de temps à faire du contenu. Sur Instagram, peut-être? Sur Instagram, ouais. Bien sûr. C'est ta vitrine. C'est ma vitrine. Et mine de rien, tu vois, avant de te retrouver, j'étais en train de faire une voix off pour faire un réel. Ouais. Et du coup, c'est du temps que j'ai passé à écrire ma voix off, à sélectionner les vidéos pour faire un montage. Donc, c'est pas passionnant, quoi. T'as beaucoup de taf de com. C'est pas que c'est pas passionnant parce que je dirais pas que ça me dérange de le faire. Je dirais que sur le temps qui m'est imparti dans ma journée, je préférais passer du temps à faire autre chose. Ouais, bien sûr. Donc, tu fais pas du tout que ce que t'aimes, loin de là. Et de toute façon, t'es tellement pris par ta fatigue physique que aussi ce que tu veux faire, t'as pas forcément l'énergie de le faire.
Donc moi, j'ai aussi jamais passé autant de temps à rien foutre que depuis que je suis prof de yoga sur certains moments. Genre, j'ai passé mon lundi dans mon lit à jouer aux Sims parce que la fatigue physique, c'est un vrai truc. Ok. Tu parles des retraites. J'ai vu que sur ton site, beaucoup étaient déjà complètes. Des retraites, des féminins. Complètes, donc c'est que ça se passe bien. Oui. C'est quoi le concept d'une retraite en yoga? Le concept d'une retraite, c'est que tu pars plusieurs jours pour faire du yoga. C'est, pour te parler de la prochaine, pour que tu aies un exemple concret, on part du jeudi au dimanche. Tu as de la pratique tous les jours et c'est un truc qui est all-inclusive. C'est un peu ton club med du yoga, tu vois. Vous êtes loin? Pas du tout. On va à 45 minutes de Paris. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà la campagne. Mais c'est dans un endroit qui est très campagne. Okay. Donc, en gros, ça veut dire que le matin, on va se retrouver pour pratiquer. Après, on va faire un brunch. Tu as un temps libre dans l'après-midi. Tu as une masseuse qui vient si tu veux te faire masser. Il y a un sauna sur place. On pourra faire des balades. Généralement, je propose des ateliers broderie parce que j'aime bien les loisirs créatifs. Donc, je prends toujours de quoi nous occuper. Tu as une autre pratique l'après-midi, puis tu as un dîner, puis tu as une autre pratique le soir, certains soirs. D'accord. Donc, en gros, c'est une espèce de stage intensif de yoga que tu vas partager avec un groupe. Là, je crois qu'on a 12 élèves. Ouais. C'est aussi une opportunité de mieux connaître tes profs parce que c'est quand même... c'est un vrai truc humain parce que tu vois les gens toutes les semaines. Donc, tu te connais sans te connaître. Donc, c'est quand même des élèves récurrents qui viennent. Ouais, de ouf. Ok. Sur les plusieurs retraites que j'ai faites, ça m'est arrivé d'avoir des gens que je connaissais pas, mais c'est des gens que je vois toutes les semaines qui décident de passer en plus leur week-end avec moi. Donc, ça crée des liens. Ça crée des liens de ouf. Et est-ce que les retraites ont des thèmes, j'imagine? Celle-là, on fera plus cette pratique. Celle-ci, on fera plus du handstand, par exemple, ou pas vraiment? Oui et non. Globalement, quand je fais des retraites toute seule, moi, c'est Vinyasa, Pincha qui sont les deux choses que j'enseigne le plus. La prochaine, on n'a pas donné de thématique, mais on fera des inversions et on fera du Vinyasa et un peu d'Yin parce que c'est notre ADN. Là, on a ce qu'on a appelé un summer camp au mois d'août, où lui, là, l'idée, c'est vraiment de faire une formation. Donc, c'est un 30 heures de pratique avancée. Donc, on a mis une thématique là-dessus parce que, en vrai, c'était l'occasion de donner et une formation et une retraite en même temps. Mais sinon, une retraite n'a pas forcément de thème. D'accord. Après, ça va être la manière dont tu peux mettre un thème pour le vendre. Parce que, moi, c'est les gens qui me connaissent, qui viennent à mes retraites, donc ils savent à quoi ça Ils sont déjà un petit peu habitués. Ouais. Et est-ce qu'il y a des mauvaises manières de faire du yoga? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prétendre avoir une nouvelle méthode ou une méthode qui est un peu revisitée et ça ne matche pas du tout ce qu'est le yoga fondamentalement et donc on peut décrier sa définition? Le yoga, c'est un mot valise. Ouais. Donc, tu peux mettre beaucoup de choses dedans. Par conséquent, dans ma vision des choses, tu pourrais pas avoir de bonnes ou de mauvaises manières parce que déjà, sur 12 000... littéralement, tu mets 12 000 professionnels du yoga, ils sont même pas d'accord. Sur la définition de Vinyasa, tu demandes à 1000 professeurs de Vinyasa différents, je pense qu'on serait même pas tous d'accord. Donc moi, je trouverais ça absurde de dire qu'il y a du vrai et du faux. Moi, mon objectif en tant que prof, c'est de faire bouger les gens. Parce qu'on est dans un monde trop sédentaire, j'ai envie que les gens bougent. Et en plus, j'ai envie que les gens apprennent à connaître leur corps. Que ça passe par n'importe quelle manière, je trouve ça cool. Après, moi, il y a des yogas que j'aime pas. Tu vois, si j'avais commencé par le hatha, je pense que j'aurais été capable de m'arrêter sur le hatha et de me dire, j'aime pas le yoga et je me serais arrêtée là. Ok. Donc, mais pour d'autres gens, le hatha, c'est la bonne manière de faire et le vinyasa ne devrait pas exister. Donc, moi, je vais être team restons ouverts et bougeons et le reste, on s'en fout. Donc, c'est une question de sensibilité, quoi. C'est très personnel. Complètement. Ok. Parce que, rester 10 respirations dans une posture, je pense qu'il faut avoir un esprit calme qui n'existe pas en moi. Ok. Peut-être que je devrais le faire et que ça m'aiderait. Mais en attendant, j'ai choisi de ne pas le faire et je trouve ça ok. Mais d'abord, tu parles de posture. Est-ce que... alors, tu vas me dire que c'est très propre à chacun, j'imagine. Est-ce que pour toi, il y a une posture de ouf que tu considères comme la plus stylée ou la plus noble, ce que tu veux, que tu n'arrives pas encore à faire aujourd'hui et c'est un peu le end goal? Genre ton oiseau de paradis, là, qui a l'air d'une complexité absolue. Par exemple, est-ce qu'il y en a un autre qui pour toi est encore plus dingue? Pareil, c'est vraiment une question de sensibilité. En l'occurrence, l'oiseau de paradis, c'est juste que c'est un équilibre sur un pied, donc je trouve ça un petit peu chiant.
Ok. Et tu vois, si tu as des hanches mobiles dans cet axe-là, chez certaines personnes, ça va être très facile. Typiquement, je l'ai enseigné à une nana ce midi. Elle avait jamais fait de cours avec moi et je pense qu'elle a fait 2 cours de yoga dans sa vie. Ouais. C'est passé direct. Donc, c'est vraiment une question de ce qui va être dispo dans ton corps ou pas. Moi, le combat de ma vie, c'est le handstand. Ouais. Déjà parce que tenir sur ses mains, c'est rigolo. Et parce que la vie m'a donné un kyste et donc m'a mis des bâtons dans les roues. Stylé. J'ai un kyste au poignet. Il s'appelle Rodrigo. Et je pense encore plus parce que Rodrigo est dans ma vie maintenant. Je vais me battre pour l'avoir, ce putain de handstand. Ouais. Donc, je commence Jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Je commence à devenir forte sur certains aspects et d'autres, je suis encore éclatée. Et ça me rend un peu zinzin. D'accord. Mais je pense pas que c'est plus noble. Je pense que juste les inversions, c'est... Pour les grands enfants, c'est très satisfaisant. Frustrant aussi, mais très satisfaisant. C'est tout l'enjeu et tout ce qui fait que c'est stylé. C'est... Bah, typiquement, tout à l'heure, tu me demandais si j'étais pas un petit peu passionnelle, intense, avec un petit amour pour tout ce qui est dépendance. Ouais. Les inversions, c'est ça. Ok. C'est notre drogue à nous, les tarés. Pour le coup, c'est vraiment un pan du yoga et tous les yogis font pas du tout d'inversion. Mais si t'es pas passionné et obsessionnel, tu ne peux pas devenir bon en inversion, je pense. D'accord. Ouais. C'est vraiment un truc de gens qui sont prêts à répéter littéralement 10 000 fois la même chose. Les tarés, on les appelle. Mais bon, ils ont l'air pissés. C'est moi-même. Harmonie avec la nature, donc on les accepte. Enchanté. On a parlé très brièvement au tout début des dérives sectaires du yoga. Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu veux qu'on aille vraiment ou pas? On peut ne pas y aller, hein, mais... Ça dépend ce que tu veux en savoir. Je sais pas, est-ce que c'est à pignon sur rue? En France, je pense qu'on n'est pas sur le pire qui existe dans la secte yogique. Ouais. Je pense qu'il y a d'autres endroits... yogique, ouais. Okay. Je pense que c'est un mot officiel. J'aime bien. Je pense qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus exposés à ça. Déjà, si c'est un sujet qui t'intéresse, je te conseille de regarder quelques petites choses. Ok. Netflix nous offre. Ils ont fait un documentaire sur Bikram. D'accord. Qui est bien fait. Il faut être un petit peu accroché pour le regarder. Je l'ai regardé plusieurs fois parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais j'ai pleuré à chaque fois. Ok. Bikram, c'est un mec qui est très connu dans le monde du yoga parce que, d'ailleurs, encore en vie aujourd'hui, à Paris, il y a 2 studios Bikram, si je te dis pas de conneries, peut-être qu'il y en a même plus. Où du coup, c'est des gens qui ont acheté le nom Bikram et qui sont franchisés, donc qui donnent de l'argent à Bikram tous les ans. Et Bikram est connu internationalement comme étant un violeur. Donc il y a pas mal de violences physiques, psychiques et sexuelles dans le monde du yoga, malheureusement. Mais parce que c'est ce qu'on se disait tout au début, le yoga a cette dimension, peut-être que marketing, et encore non, moi j'y vois aussi quand même une dimension importante, mais à cette dimension de guérisseur, où on va imaginer, en tout cas, où on va vendre, commercialiser, utiliser le yoga comme quelque chose qui peut te faire du bien. Et à partir du moment où tu vas vers tu vends une pratique qui va faire du bien, tu vois, on vend pas trop la boxe comme ça, pour le bien-être, par exemple. Ouais. Alors qu'à partir du moment où tu bouges, a priori, ça peut te faire du bien. Bref, je ferme cette parenthèse. On vend le yoga comme étant quelque chose qui peut faire du bien, donc ça va forcément attirer des gens qui vont mal. À partir du moment où tu attires beaucoup de gens qui vont mal au même endroit et qu'il y a moyen de se faire de l'argent, tu vas attirer des tarés. Okay. Et c'est pour ça que... c'est ma lecture du truc, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gourous et de zinzins manipulateurs dans le monde du yoga. À Paris, c'est pas l'endroit où j'ai le plus entendu ce genre de choses. Heureusement. Mais ouais, t'en entends de ouf. Et après, purement sur les gourous, il y a un documentaire qui est dispo sur YouTube. Ouais. Qui s'appelle Kumare. Kumare, comment tu écris ça? Kumare, K-U-M-A-R-E. Kumare, ok. Kumare, c'est un Américain originaire d'Inde qui a vu sa grand-mère faire des rituels religieux et des prières toute sa vie. Et il a fait des études en théologie et sociologie et il s'est questionné sur les gourous. Et du coup, il est allé en Inde et il s'est dit, mais en fait, moi, je pense que tout ça, c'est genre que personne n'a de pouvoir surnaturel, que le yoga, c'est juste du yoga et que tout ça, c'est du bullshit et que n'importe qui pourrait être gourou. Et du coup, il est rentré aux US, il a décidé de faire une étude où il s'est transformé en gourou, où il a pris l'accent de sa grand-mère alors qu'il parle
un anglais normal d'américain Standard, ouais. standard, quoi, né là-bas. Et du coup, il a fait une espèce de petit documentaire sur 6 mois où il s'est fait passer pour un gourou. Et du coup, il y a vraiment des gens qui lui ont trouvé des pouvoirs surnaturels. C'est génial. C'est génial. Kumare. Ok. C'est un super docu. Et du coup, lui, il a voulu retourner le truc où, dans sa posture de gourou, il a fait... son discours, c'était que on est chacun notre propre gourou, qu'il faut juste trouver son gourou en soi. Parce que tu peux être un gourou positif. Tu peux être un gourou qui dit aux gens de prendre confiance, tu vois. Et c'est un peu le message de ce documentaire qui est cool. Mais effectivement, si t'es un gourou malveillant, tu peux faire grave de la merde. Et malheureusement, il y en a dans ce monde-là. Et le monde du yoga attire ça. Ouais, mais c'est marrant. J'en parlais avec des amis quand je leur ai dit que j'allais recevoir CC Shfag, du coup, une prof de yoga. Certains m'ont dit, c'est fou, c'est un peu, il y a un peu le cliché de t'as 25 ans, 30 ans, tu bosses dans un taf fait rasoir. Vas-y, je me casse et bon, ouais, je vais élever des moutons en Alaska ou alors je deviens prof de yoga. Ouais. Et est-ce qu'il y a beaucoup de clichés qui sont liés à ça? Selon toi, c'est quoi les clichés les plus récurrents qui sont faux? Est-ce que tu as un avis sur ce genre de remarques? Bah, tu vois, tu peux être prof de yoga et pas très perché. Ouais. Personnellement, je suis jamais allée en Inde. On m'a jamais foutu un bindou sur le front. Après, moi, je suis vraiment dans... J'ai choisi d'être à l'opposé de tous ces trucs spirituels qui sont empruntés à l'hindouisme parce que je ne suis pas hindouiste et globalement, je suis pas... j'ai pas de pratique religieuse dans ma vie. Ouais. Donc, tu peux être très terre-à-terre, anatomico-driven, tout ça... Ouais, on l'oublie un peu parfois dans le prof de yoga. Je ne porte pas de sarouel. Je n'ai pas de bolas. Tu mets de l'encens à fumer? Je déteste l'encens. D'accord. Je déteste l'encens. Je ne chante pas de home. Ok. Je ne chante pas de mantra parce qu'encore une fois, c'est pour moi appartenant à une religion qui n'est pas la mienne. Donc, Ouais, je comprends. Je choisis de ne pas le faire. Voilà, je porte pas de mala. Je suis pas dans ces clichés. Après, je donne beaucoup d'argent à Lululemon, donc je suis quand même dans un cliché différent, très occidentalisé finalement. C'est ça, c'est revisité quoi. Ouais. D'accord. Ce qui est pas forcément bien, mais... Ok. Mais bon, ce qui a un petit peu moins d'appropriation culturelle. Non mais je comprends, mais tant que tu es à l'aise avec tout ça, c'est le principal. Enfin, je pense que beaucoup des gens qui vont nous écouter, bon, soit sont de ta communauté, donc ils connaissent le yoga, soit sont plutôt de mon entourage, ou alors qui écoutent les podcasts, s'ils ne me connaissaient pas, salut. Tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite à se mettre au yoga? Quels sont les bénéfices directs au quotidien? Je pense que le yoga, déjà, il y a tellement de sortes qui existent que tu peux toujours trouver une manière d'aimer ça. Enfin, tu peux tester 12 000 styles, 12 000 profs et trouver un truc qui te fait kiffer. Ouais. Je pense que c'est une manière de bouger qui est hyper accessible, où vraiment n'importe qui peut se mettre au yoga demain, pas forcément n'importe quel style. Et ça veut pas dire que tu feras des handstands demain, mais vraiment 100% des gens peuvent faire du yoga, ce qui est quand même déjà hyper cool. On a besoin de rien. Quand tu fais du yoga, il y a de l'Iyengar, du coup, qui a beaucoup de matos. Mais sinon, globalement, si tu as un tapis ou même un bout de sol chez toi, tu peux pratiquer. C'est suffisant, oui. Ce qui est mais comme la magie de la course, en fait, si tu as une paire de baskets, tu peux faire ton sport. Bah, moi, si tu as des fringues souples et un bout de sol, tu peux faire du yoga, ce qui est déjà trop bien. C'est pas grand-chose, ouais. Non, c'est pas grand-chose. Et en vrai, ça t'apprend, ouais, ce que je te disais, ça t'apprend plein de trucs sur ton corps. Moi, je suis devenue vraiment plus forte. Où du coup, j'ai eu très mal au dos toute ma vie. Depuis que je fais du yoga, j'ai plus du tout mal au dos. Parce que je fais beaucoup d'inversions, donc j'ai beaucoup renforcé mon dos. Ouais. Ce qui est très cool. J'ai moins de douleur. Après, c'est pas parce que tu fais du yin que tu auras moins de douleur, mais si tu fais du yoga et que tu choisis le chemin du renforcement musculaire, d'avoir du muscle dans ton corps, je pense que ça peut rendre service à tout le monde. Ok, trop bien. Bah, on va rentrer dans la dernière partie de l'épisode que tu connais très bien, évidemment. Je vais te poser la question que Guillemette m'a posée il y a un mois, en vrai, il y a 4 heures. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimais faire quand tu étais enfant ou ado qui était précurseur de ce que tu fais aujourd'hui? On parlait de ta passion pour la danse, donc ça pouvait être un signe précurseur. Est-ce qu'il y avait d'autres choses avec lesquelles on pourrait se dire « Ah, bah, c'est évident qu'elle est prof de yoga » parce qu'à l'époque, elle faisait tel truc. Bah, je dansais pas enfant et je bougeais pas enfant, j'aimais pas trop le sport. Ouais. Donc, c'était pas écrit, mais par contre, j'ai toujours aimé les ateliers et les activités créatives. Ouais. Donc, je pense que ça, c'était en moi. Il y avait un truc précurseur. C'est moins...
ça se visualise moins bien en yoga que quand je fais de l'illustration, évidemment. Mais c'est un métier très créatif où, tu vois, je crée mes playlists, je crée mes cours, je crée des trucs toutes les semaines. J'ai aussi beaucoup de création de contenu qui m'excite plus ou moins, mais j'ai beaucoup de création. Donc ça, il y avait un truc qui était un petit peu écrit. Et après, j'ai un petit peu plus honte de le dire. Mais je crois que j'étais un petit Pol Pot quand j'étais enfant. Ok. J'avais vraiment ce syndrome. J'ai toujours eu un syndrome, genre, tu sais, un peu infirmière. Et en même temps, genre, j'aimais la justice, j'aimais que les trucs soient carrés. Et j'aimais bien qu'on fasse ce que je dis, tu vois. D'accord. Et finalement, est-ce que tout ça se recouperait pas dans mon métier aujourd'hui? Finalement, dire aux gens quoi faire. Oui, il y a vraiment ce truc de premier degré, je dis aux gens quoi faire et les gens me payent pour que je leur dise quoi faire pendant 1 heure. C'est quand même fascinant comme métier. Ouais. Et après, ce truc de syndrome du sauveur, c'est quand même un métier où tu as envie d'aider les gens. Encore une fois, on est dans un milieu où on attire beaucoup de gens qui vont pas bien, donc c'est trop bien de pouvoir aider des gens. Enfin, je leur fais faire des inversions et je leur rends service. C'est quand même un truc de zinzin. Ouais, ça fait du bien, en fait. Mais ça fait trop du bien. Et tu vois, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup manqué dans toute ma carrière. Peut-être que j'ai encore un problème d'ego là-dessus, hein, mais je trouve qu'on manquait de... Genre, on te dit jamais merci dans ton taf. Genre, tu passes ton temps à te défoncer pour ton taf et t'as très peu de gratitude, en fait. Et dans ce monde, t'as une gratitude de ouf. Tu fais pas grand-chose, tu vois, tu fais pas plus que ce que tu faisais avant en termes de... forcément de quantité de travail ou quoi, mais t'es dans un métier où tu donnes ton temps, tu donnes de l'attention, tu donnes des gestes, et ça, t'es remercié tous les jours pour ça. C'est tellement agréable. Et j'ai reçu, je sais pas combien de messages d'amour j'ai reçus depuis que je fais ce métier. Je reçois tu vois, la fidélité des gens qui sont là toutes les semaines, où t'es une partie intégrante de leur vie, ils sont une partie intégrante de la tienne. C'est ouf. Ouais, c'est touchant. C'est trop bien. Quelle est la question que tu as pour le prochain ou la prochaine invitée? C'est marrant parce que du coup, on en a parlé et tu m'as posé toi-même la question. Ok. Je vais peut-être te couper l'air sous le pied. Mais du coup, tu pourrais demander à cette personne si il ou elle avait écouté ses parents, est-ce elle en serait là aujourd'hui? Je pense que c'est clairement non. Je pense qu'on est beaucoup dans cette situation. Moi non plus, je te rassure. Après, je les comprends, tu vois. Mais quand c'est un milieu que tu connais pas, c'est... Enfin, encore une fois, juste l'étiquette prof de yoga sur un front, ça fait flipper. Tu sais pas ce que tu mets derrière. J'imagine que dans les profs de yoga, il y en a qui ont très bien réussi et d'autres qui ont galéré pendant 10 ans, donc forcément. Et au-delà de la réussite, tu vois, quand... Moi, ça m'arrive tout le temps que je croise des gens, je rencontre, je parle à des gens. Ah, tu sais, je connais Michel, il est prof de yoga. Et moi, je suis là. Ah ouais? Parce que tu sais pas quoi, tu sais pas à quoi t'attendre. C'est un mot valise, quoi. C'est un mot valise ou... Ouais. Ça peut être super et c'est putain, je le connais, j'adore ce qu'il fait. Ou cool, Michel. Ah super. On dit que du bien. Non, je vois pas du tout. D'accord. Je l'ai bloqué. Dernière question et après, je te libère. Tu disais tout à l'heure que si tu faisais que des cours, ça te rapportait pas assez. Enfin, il y avait une vraie question de monétaire, qu'il y avait quand même tes retraits qui t'aidaient. C'est quoi la suite logique, du coup, pour toi, à moyen, long terme, dans ta carrière de yogiste? Ce serait d'avoir ton propre studio? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça aurait pu, et j'y ai réfléchi à un moment donné, mais j'ai renoncé à... Enfin, pour l'instant, en tout cas, j'ai renoncé au sujet studio. Ouais. Déjà parce que ça fait très peur de monter un studio à Paris, il y a quand même beaucoup de concurrence. Personnellement, j'ai pas du tout envie de faire ça. Nous, la suite logique, j'adore enseigner, et du coup, la formation, c'est quelque chose de très logique pour moi. Ouais. De, tu vois, former... Aujourd'hui, on fait des formations, on fait des 30 heures d'inversion. Donc, on forme soit des pratiquants avancés, soit des profs de yoga qui veulent enseigner les inversions. Donc, à les enseigner. Et ça, c'est un truc que j'adore. Demain, ce sera clairement pas demain, mais à plus moyen-long terme, j'aimerais trop enseigner des formations initiales pour devenir prof. D'accord. C'est un truc que j'aimerais trop. Aujourd'hui, j'enseigne des 30 heures. On compte tout en heures dans le monde du yoga. Donc, pourquoi pas faire plus de 10, 20, 30, 50 heures, créer des 70 parce que ça n'existe pas, mais pourquoi pas. Ça doit exister d'ailleurs. Pourquoi pas innover un petit peu? Et après, moi, j'ai un rêve.
Il me faudrait un petit peu plus de pognon. J'aimerais bien m'acheter une maison. Ouais. Déjà parce que ça veut dire que j'aurai une maison qui serait à la campagne. Et j'aimerais bien en faire un lieu d'accueil pour faire mes propres retraites. Ouais, carrément. Ce serait trop bien. T'as quand même un plan, c'est l'horizon lointain, mais... C'est pas un plan. Là, on est encore au stade de rêve. D'accord. Pour l'instant, on roule notre boss. Un grand homme m'a dit il y a 1 mois, la différence entre un rêve et un projet, c'est une deadline. Voilà, fais ce que tu veux. Très bien. Merci Simon, on t'embrasse. J'ai pas encore de deadline, donc on est encore au rêve, mais je garde en tête. CC, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, j'enseigne à Paris en présentiel. Donc, j'ai toutes mes infos sur mon site et mon Instagram. Ouais. ccyoga.fr. cc.chevag.yoga sur les Instagram. Quelle est l'habitude. Et après, je pense que je vais bouger un peu. J'ai des trucs de prévu, j'ai pas tout en tête, mais je vais à Liège, par exemple, ce week-end. Très bien. Dans le cadre du yoga ou Ouais, je fais un 10 heures d'inversion à Liège. D'accord, waouh, tu voyages du coup, génial. Ouais, et je vais... Ouais, clairement, c'est marrant, j'y étais il y a 6 mois pour prendre un workshop et j'y retourne. Trop bien. Pour manger des laquements aussi, mais ça, c'est juste un détail. Donc, CC Chevag sur Instagram et son site, de toute façon, on mettra tout dans la description. Merci beaucoup, CC. Avec plaisir. Est-ce que tu vas te mettre au yoga, du coup? Ouais, c'est prévu. J'ai pris mon cours ce matin et je pense que je vais en faire 1 par semaine. Allez. C'est l'objectif. C'est le défi. J'irai sur ton site pour prendre un cours. C'est accessible aux grands débutants? Faut bien commencer quelque part. En vrai, j'ai tout fait. Il y a rien que j'ai pas réussi à faire. Moi, je suis convaincue qu'il faut juste accepter de galérer au début. Merci d'avoir écouté Rupture Co. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et laisser un avis, ou même à nous contacter directement pour nous le faire savoir. Tu retrouveras nos contacts et réseaux sociaux dans la description de l'épisode. Et en attendant le prochain, pose-toi la question, et toi, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand ?